Mais il s'est avéré. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'ordre des avocats du Cameroun, à travers son bâtonnier, saisit la justice pour exiger l'autopsie sur la dépouille de Maître Sylvain Swap, décédé dans des conditions non élucidées. Face à la clameur de l'opinion publique sur ce cas rare, un professeur chirurgien orthopédiste, professeur Jean Baebec, révèle les 7 rapports d'expertise décisifs pour faire la lumière sur ce décès précoce d'un célèbre avocat engagé pour les droits de l'homme et la défense de l'état de droit au Cameroun. Les prolongations du contentieux préélectoral à la Chambre administrative de la Cour suprême ont fait perdre le sommeil aux partis politiques engagés dans la compétition électorale, alors que le SDF se plante des manœuvres basses qui sont en cours pour écarter certaines listes du SDF dans les circonscriptions électorales dans la région du centre. D'autres formations politiques se préparent déjà pour la campagne électorale prévue d'ici le 25 janvier 2019-2020. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce grave accident de la route survenu dans la nuit de samedi à dimanche dans la Sanaga-Maritime. Un camion transportant des marchandises s'est renversé sur un pont délabré, lequel pont s'est lui-même effondré durant la traversée du gros engin. Le bilan est lourd, 7 morts sur le carreau, plus de 20 blessés enregistrés. Ce drame a suscité une révolte des populations. Elle dénonce l'abandon des pouvoirs publics au regard de la vétusté des infrastructures dans le département d'Union et les reportages Maxime Béa d'Alastiana et Donald Brice Camgan. C'est dire en l'air, le camion de Tibet n'arrivera jamais en centre-ville de la Sanaga-Maritime. Parti de Massor, localité de l'arrondissement éponyme située à 116 km d'Edea, le camion a achevé sa course dans les eaux de l'Élèbe du nom de cette rivière. À bord, 36 personnes, des employés d'un groupe d'initiatives communes établi dans l'arrondissement, en chemin pour l'entrepôt des produits agricoles. Sur place, 7 morts, 20 blessés. Face de ma maison, je sors avec ma femme. Je trouve la dame, elle est en train de crier. Mon fils, pardon, sauve-moi. Il y a des gens là-bas, va réveiller les gens qui viennent même sauver les têtes des gens. Maman, je dois faire comment? La pick-up est restée là-bas au carrefour, va interpeller la pick-up vient au secours. C'est pour cela que j'ai pris la marche. Sur le site de l'accident, le préfet de la Sanaga-Maritime constate avec désolation les mobiles du drame. Je voudrais déjà remercier les populations riveraines qui ont secouru et les blessés et aider à évacuer les morts. Nous sommes donc descendus sur place, accompagné du sous-préfet de séance et de Massok. Et je voudrais également remercier la société Sofocam. La cause de l'accident, la voici. L'état dégradé du pont sur la rivière. D'après les rescapés, le chauffeur tentait d'esquiver une ouverture sur l'infrastructure lorsque le camion s'est envolé pour atterrir dans l'eau. C'est clair pour les populations locales, l'accident mortel de Massok est la tragédie de trop qui vient rappeler que la plupart des ponts de la Sanaga-Maritime sont à l'image de celui sur la rivière l'Élèbe. Vous-même, vous avez les yeux pour voir ces ponts. Vous-même, vous voyez que ce ne sont pas les ponts. Vous-même, vous voyez que nous souffrons à cause des ponts, à cause des routes. Nous n'avons rien. Raison pour laquelle nous avons eu ce coup-là. Si vraiment on avait un pont, ce coup-là ne devait pas nous arriver. Nous n'avons rien. Parce que moi, à mon avis, même les 2 rivières, celle-ci et l'autre là, les ponts là ne sont pas praticables, les routes même en question. Après le site du drame, le préfet et ses collaborateurs locaux ont fait le tour des formations sanitaires où sont déposés les morts et les blessés pris à charge, à savoir l'hôpital régional annexe d'Edea et l'hôpital Saint-André de Pouma. Dans l'actualité, des ex-employés du Douala International Terminal DIT ont manifesté
devant le siège d'une compagnie d'assurance à Bonandio, quartier administratif de Douala. Ils déplorent le non-paiement de certains de leurs droits sociaux et l'entreprise incriminée Fial de Bolloré explique que c'est une situation compliquée due à la réquisition du personnel de DIT par le projet, la régie du terminal à conteneurs au port autonome de Douala. Explication avec Michel Ngachou et Innocent Abega. Ils sont une quarantaine ce matin quand ils décident d'assiéger le bâtiment de l'agence d'assurance Allianz de Bonandio à Douala, une entreprise avec laquelle DIT est encore en contrat. Eux, ce sont les ex-employés de la société Douala International Container, en fin de contrat avec leur employeur et récupérés par le nouvel gestionnaire du port autonome de Douala. Ils revendiquent leurs cotisations logées dans les caisses de cette entreprise d'assurance initiée par DIT. Ils sont en colère et l'expriment. Comment ça va? Comme ils ont refusé de nous écouter, on va nous entendre. Notre ex-employeur, n'étant pas content de la réquisition faite par l'État du Cameroun, s'est permis de partir avec nos droits. En petit nombre, ils scandent et traduisent leur mécontentement. Ici, donc, où on a cotisé, et ils n'ont mis que 3%. Nous aussi, nous avons mis les mêmes 3% et on a fait des cotisations complémentaires, supplémentaires dessus. Donc chacun déboursait son argent, on coupait à la source. Quand on envoyait, c'est leur part de 3% qu'ils ont cotisé. On ne nous remet pas. On nous remet juste ce que nous avons cotisé. Vous comprenez jusqu'à quel niveau quelqu'un est malhonnête. Ils ne quittent pas le siège et la lettre est donnée aux absents qui gonfleront très vite les rangs des manifestants. La police arrive malgré tout avec un léger retard et tente à sa façon de les calmer. Tout semble revenir à l'ordre. Nous forcerons le contact avec la direction générale de l'agence qui dans un premier temps nous servira une fin de non-recevoir. Pendant ce temps à l'extérieur, la tension monte. Il faudra attendre un moment pour que la direction générale mesure l'impact et décide de nous ouvrir les portes. Frédéric Defpez, le directeur général d'Allianz, c'est des douanes. Il nous faut 48 heures pour mettre en place ce process. Mais sans instruction, j'ai besoin, en tant que directeur général d'Allianz, d'être instruit par mon client de ce que je dois faire, ce qui est logique. Si Allianz se mettait à ne pas respecter les contrats, ça poserait un vrai problème. La responsabilité est celle de DIT, qu'il essaie tant bien que mal de protéger. DIT est enfin là. Ségolène Drogui, la directrice générale, s'exprime. Je suis venue vous parler, j'ai pas peur de venir vous parler. On peut ne pas être d'accord sur toutes les choses. Je vous dis qu'il y a un process qui est en place, d'accord, qui concerne votre retraite complémentaire. Après, compte tenu de la situation de la région, encore une fois, et de la particularité de cette situation, il y a aussi des actions qui sont en cours. Un moment d'accalmie semble s'imposer. Venir négocier ici pour nos cotisations, ça n'a pas lieu. Mais les tensions jailliront de plus belle. Plus de 400 employés et le montant à leur reversé n'est pas mince. 5 milliards 375 millions. C'est un document qui date du 16 janvier dernier, signé de la directrice générale de DIT, dans lequel elle fait savoir à l'assureur que les réquisitions par voie d'huissier ont été servies au personnel de DIT avec effet suspensif et le maintien de ce personnel dans les liens contractuels avec la société qui fait aussi problème. Par ailleurs, elle recommande d'informer ses employeurs que les épargnes déjà constituées seront valorisées, bien que les comptes des adhérents ne soient pas alimentés dans l'intervalle. L'assureur Allianz, qui se donne 48 heures, n'attend que la signature du client afin d'initier les paiements. La balle est dans le camp de DIT pour une sortie de crise respectant le contrat de la tripartite. En réaction à cette manifestation des ex-employés de DIT, l'entreprise Fial de Bolloré précise que les griefs portent sur les droits sociaux dont le paiement est rendu complexe du fait que le problème est au niveau de la réquisition des employés de DIT dans le cadre de la régie du terminal à conteneurs de Douala. Malgré cette réquisition que DIT et Fial de Bolloré jugent illégale, cette entreprise a promis au cours d'une réunion tripartite qu'elle payera dans les prochains jours les droits querellés. Cela se fera après la révision des termes du contrat signé en 2010 entre DIT, l'assureur et les employés.
Je vous le disais en titre, hein, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun, Charles Tchakounté Patié, a saisi le procureur général près la cour d'appel du centre pour porter plainte contre l'inconnu et exiger l'autopsie sur la dépouille de maître Sylvain Swap, décédé dans des conditions non élucidées, précise le bâtonnier de l'ordre des avocats dans la plainte rédigée et adressée au procureur général près la cour d'appel du centre. Et face à la clameur de l'opinion publique, le professeur Jean Baebek, chirurgien orthopédiste, révèle qu'il existe 7 rapports d'expertise décisifs pour faire la lumière sur les circonstances du décès de maître Sylvain Swap alors qu'il allait au bloc opératoire pour subir un acte chirurgical sur son bras fracturé. Il est décédé dans des circonstances encore non élucidées. Invité de l'émission La Vérité en face, le professeur Jean Baebek explique dans cet extrait. Pour avoir la manifestation de la vérité, ils doivent demander à avoir accès à 7 éléments classiques. C'est dans ces 7 éléments-là qu'on va trouver la vérité de ce qui s'est passé. Premier élément, la liasse des examens préopératoires qu'on lui a fait faire. Il y a une liasse d'examens, dont l'écho du cœur, la radio du poumon, les examens de sang. Deuxième élément, le rapport d'examen avant l'anesthésie que l'anesthésie lui a fait. Troisième élément, on ouvre une fiche qui enregistre tout ce qu'on fait sur lui et comment elle évolue. Avec le temps, sa conscience, comment il fait, on l'endort, le pouls, la pression, il y a une fiche et tous les événements. Mais quatrième élément, il y a un moniteur qui lui enregistre. Il y a 2 enregistrements, l'enregistrement humain sur la fiche et l'enregistrement automatique du moniteur. Et le moniteur, lui, il a même l'électrocardiogramme. Donc, si comme la rumeur dit il y a eu un arrêt cardiaque, on voit au moment où, sur cet enregistrement, au moment où le corps commence à avoir des problèmes. 5e élément, le rapport de l'autopsie. L'autopsie va dire, il a fait un AVC parce que quand on a ouvert le crâne, on a trouvé du sang, le cerveau était inondé. Ou bien, quand on a ouvert le cœur, on a trouvé que le corps était nécrosé, c'est-à-dire mort. 6e élément, le rapport d'enquête d'au moins 5 personnes qui étaient dans le bloc opératoire. Au 7e, le rapport de son médecin traitant habituel, qui va dire est-ce qu'il avait une santé d'enfer ou bien il avait souvent le palais ou autre chose. Et enfin, un rapport qui synthétise tout ça. C'est dans ça que la famille va trouver la vérité. Le professeur Jean Baebek, homme politique, UPCiste fondamentaliste, est exprimé sur la situation socio-politique du Cameroun, estimant qu'il y a, selon lui, 3 acteurs clés pour que la paix revienne et que le Cameroun se remette sur les rails de l'émergence, évoquant le président de la République Paul Biya, son principal challenger à la dernière élection présidentielle, Maurice Kamto, et l'un des leaders des mouvements séparatistes, Ayoub Tabé. Ce sont ces 3 acteurs qui doivent, selon lui, se retrouver pour discuter des conditions du retour de la paix au Cameroun. Je vous propose de l'écouter. Sur la paix, qu'est-ce qui fait problème? Les séparatistes armés sont encore en brousse. Il faut qu'on les sorte de là. Par quels moyens? À mon avis, essentiellement par le dialogue. Non pas le grand maintenant, mais le petit dialogue des leaders. À mon avis, si le président parle avec Ayouk, s'il parle avec Kamto, s'il parle après les élections, parce que les élections auront lieu, c'est difficile de continuer à affronter l'État contre vents et marées les élections. Le tout n'est pas les élections. Si le président va pouvoir vaincre la résistance qu'il a dans son groupe, parce que dans son groupe, il y a 2 camps. Il y a les jusqu'au boutistes qui ont demandé, qui ne voulaient rien, même le dialogue voulait qu'on écrase. Et il y a la minorité, y compris lui-même, qui pense qu'il est le père de tout le monde, y compris des séparatistes, même armés. Et c'est pourquoi il a fini par céder sur le dialogue. Donc, s'il arrive à résoudre le problème de la paix et du consensus politique,
qui rassure les investisseurs, qui rassure la diaspora. Parce que la diaspora a un gros potentiel d'investissement à amener au pays. Quand nous commenterons leur double nationalité, qui n'est qu'un passeport, qui n'est qu'un outil de voyage, nous oublions qu'ils viennent investir. Si on rassure tout ce monde-là, effectivement, à mon avis, on peut atteindre un taux de croissance ou bien un rythme de croissance. Peut-être pas logarithmique, peut-être pas, mais entre géométrique. En fait, on peut arriver à son objectif émergence en 2035. Mais il faut que, de l'autre côté, ceux qui ont résisté, qui sont au pouvoir, comprennent que si on ne s'entend pas, si on n'arrive pas à un compromis avec ceux qui sont contre les élections, et que ce compromis rassure les investisseurs, on ne va pas atteindre le taux de croissance à 2 chiffres. J'aimerais qu'on reste sur la question. Et parlant de la situation sur le théâtre de la crise anglophone, notamment dans le coupé Manengouba, là où le dispositif sécuritaire a été renforcé, le constat est fait à Mbangem, une ville où les populations étaient durant de nombreuses années apeurées du fait des affrontements réguliers entre les groupes armés séparatistes et les forces de défense et de sécurité camerounaises. Aujourd'hui, l'autorité administrative tente de rassurer les populations sur la campagne électorale à venir, sur les conditions de déroulement du vote prévu le 9 février prochain. On voit tout cela avec Jacques Molon et Julingue Nyondé. Présence remarquable des forces de défense à Mbangem, dans le département du coupé Manengouba, région du sud-ouest. À moins de 2 semaines de la tenue du double scrutin législatif municipal du 9 février prochain, le préfet de ce département, Jean-Marie Tchakouinoudié, effectue une descente sur le terrain afin d'évaluer la situation sécuritaire et rassurer les habitants que les mesures ont été prises pour qu'aucun incident majeur ne puisse perturber les élections. Les élections se tiendront. Nous avons Elecam de son côté a distribué pratiquement toutes les cartes électorales. Le matériel électoral est déjà disponible à l'agence départementale Elecam du coupé Manengouba. Donc, de notre point de vue, toutes les conditions sont réunies pour que les élections couplées du 9 février prochain aient lieu dans notre département. En proie aux tensions depuis le déclenchement de la crise anglophone, la ville de Mbangem connaît une certaine accalmie. Le rendez-vous du 9 février 2020 devrait se passer sans heurts et chaque citoyen est invité à exercer son devoir civique, martèle l'autorité préfectorale. Je voudrais saisir cette opportunité pour demander à nos populations de ne pas prêter attention aux sirènes de la démobilisation. Ils doivent sortir massivement pour prendre part à ces élections. En tout état de cause, comme je l'indiquais tantôt, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises et je pense qu'ils n'ont pas à s'inquiéter quant à ce volet-là. Pour l'heure, c'est un calme relatif qui règne dans l'unité administrative où les autorités multiplient les fouilles et filtrent les entrées et sorties au sein du département. Et à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le sort d'une liste SDF se joue encore à la chambre administrative de la Cour suprême. Engagés dans la compétition électorale à Yaoundé, des candidats SDF sont sous la menace d'une disqualification qui pourrait être effectuée au gré des basses manœuvres dénoncées dans les couloirs de la justice. Plus d'explications avec Joël Essengue et Guy Zogo. Il faut s'attendre que le SDF Centre puisse même retirer ses listes ici dans le Fundi et même dans le centre. Parce que ça froisse, nous sommes froissés. On n'a même pas pu commencer une campagne parce qu'on ne sait pas avec quelle liste on va partir. Telle est la réponse du SDF face au seul dossier encore en cours devant le tribunal administratif dans le cadre du contentieux préélectoral des municipales. En effet, alors que tous les appels ont été vidés, seul l'arrondissement de Yaoundé 6 reste à examiner via un référé d'heure à heure que le SDF regarde d'un œil suspicieux. C'est une vraie mafia qui est en train de se passer avec le RDPC
qui veut absolument mettre notre liste dehors, qui veut absolument passer sur tapis vert. Alors que la Cour administrative nous a donné raison, avait rétabli notre liste. Parmi les faits relevés par le parti du 26 mai 1990, figure en bonne place l'intrusion du RDPC dans ce dossier. Le RDPC est allé faire appel dans une affaire qui ne la concerne même pas. L'affaire concerne SDF et l'ECAM. Et l'ECAM n'a pas fait appel. Donc le RDPC est allé faire appel à la Cour suprême. C'est donc avec des certitudes au regard de la loi que le parti de Ni John Frundi dit attendre le verdict. Aujourd'hui, nous attendons les résultats parce que nous attendons le verdict de la Cour suprême qui traîne un peu. Et normalement, cette affaire, le RDPC, son appel devrait être rejeté parce qu'ils n'ont pas qualité à faire appel face au SDF parce que notre affaire au départ était contre les CAM. Pour lui, il n'est pas possible d'envisager d'aller aux élections sans son fief de Yaoundé 6. Yaoundé 6, c'est notre fief. Moi-même, je vais mener la liste des législatives dans le Fundi. Si on vous enlève votre fief d'une course, vous pensez que vous pouvez aller aux élections? Vous pensez que nos militants là-bas, nos sympathisants peuvent aller voter ce jour-là? Ils seront frustrés. De quoi jeter encore un trouble sur le double scrutin du 9 février prochain. Dans le reste de l'actualité, les services de la douane éprouvent de sérieuses difficultés à collecter des recettes douanières, notamment dans le septentrion, une région meurtrie par les actes terroristes de Boko Haram. Le ministre des Finances s'y est rendu afin d'exhorter ses collaborateurs à plus d'efforts pour améliorer les recettes douanières et surtout empêcher l'entrée des produits de contrebande à travers les frontières Cameroun-Nigeria. Des précisions avec Amadou Daïrou et Isabelle Carole Zoupet. Les exactions de la secte islamiste Boko Haram dans la région de l'extrême nord ont contribué à la chute des recettes douanières dans cette partie du pays, ce qui justifie le choix de la ville de Maroua pour le lancement des activités en prélude à la journée internationale de la douane le 26 janvier prochain. Le cas de l'extrême nord est un cas tout à fait particulier. L'extrême nord a été frappé par une crise sécuritaire extrêmement sévère. Il se fait seulement que les douanes ont payé un lourd tribut parce que les services de douane ont été saccagés. Nous essayons de repartir progressivement. J'en ai parlé avec monsieur le gouverneur ce matin à mon heure. En dépit de la menace qui persiste, le patron des finances vient ici remobiliser et booster le moral des agents de la douane à relever le défi de la performance en bravant l'adversité dans leur environnement de travail. Nous sommes donc venus pour encourager ces services face à l'adversité qu'ils ont connue. Il faut qu'ils sachent que l'administration des finances et le gouvernement en général se tiennent à leur côté pour les encourager et pour les amener à continuer l'œuvre et le travail qui sont les leurs. En plus de la collecte des recettes douanières, Louis-Paul Moutazé recommande à tous les services de la douane de l'extrême nord de combattre surtout avec la dernière énergie le trafic des produits de contrebande, la fraude venant des pays voisins. Une occasion saisie par le ministre des Finances pour appeler les services de la douane de l'extrême nord et du reste du pays à tout mettre en œuvre pour réaliser les objectifs de performance pour l'année 2020. Le rapport 2019 de l'indice de développement humain révèle une misère rampante, une pauvreté criarde dans les zones rurales au Cameroun. La croissance a eu peu d'effet sur les courbes du sous-emploi et du chômage. Certes, l'espérance de vie s'est améliorée pour être fixée à 58 ans, mais les indicateurs de santé restent encore fragiles au Cameroun. D'autres détails avec Joël Essengue et Guizogo. Selon le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement, l'indice de développement humain a connu des progrès au Cameroun sur les 2 dernières décennies. Cette annonce vient d'être faite lors de la publication à Yaoundé du rapport national sur le développement humain 2019 au Cameroun. Entre 1990 et 2018, l'indice de développement humain du Cameroun a enregistré une progression de 26%. En effet, l'espérance de vie à la naissance a augmenté de 5,6 années et la durée moyenne de scolarisation de 2,8 années. Quant au revenu national par habitant, il a connu une amélioration d'environ 14%. En 2018,
On a un index qui se trouve à 0,563 qui nous met dans la catégorie des pays moyens. Évidemment, c'est un progrès qui ne donne pas toute l'ampleur de la volonté que nous voulons imprimer à la réduction des inégalités. Mais en tempérant cette annonce, le système des Nations Unies appelle à aller au-delà des chiffres. Même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, globalement et nationalement, il y a encore beaucoup à faire. Et donc, il faut continuer à mieux comprendre les causes de l'inégalité. Donc, le grand message, c'est aller au-delà des chiffres, au-delà des moyens, et vraiment regarder la qualité de vie des gens là où ils habitent. Et même que l'examen de ces chiffres, 4,2% pour le taux de croissance, une faible création d'emplois décents, doublée encore de forts taux de pauvreté, n'assoit pas les perspectives favorables pour l'émergence prévue en 2035. Dès lors, de l'avis des Nations Unies et du gouvernement, il faut encore agir tout en associant les populations. On peut redresser cette inégalité, on doit redresser cette inégalité, et donc les deux rapports nous donnent aussi beaucoup de pistes de travail sur comment renforcer les politiques qui s'adressent aux inégalités, les investissements. Il est important de poursuivre ces efforts-là au niveau donc des politiques publiques en associant toutes les personnes et les couches sociales impliquées dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques. Tout part de là. Et la décentralisation en cours au niveau de notre pays va contribuer à apporter plus d'inclusion dans la préparation, l'élaboration et l'implémentation des politiques. Comme quoi, il y a bien encore des efforts à fournir en matière de développement humain au Cameroun. La qualité du service public est loin de s'améliorer du fait des comportements irresponsables et contre-productifs de certains agents de l'État. Les champions de l'inertie et les acteurs de la corruption ont été mis en garde lors des vœux adressés au ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle à Yaoundé. Issa Chiroma Bakary a tancé certains de ses collaborateurs et s'est engagé à lutter contre la corruption. Je vous invite à suivre le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Chiroma Bakary. Je tiens à décrier, pour le déplorer une fois de plus, le comportement anticonformiste de certains collaborateurs qui continuent de briller par leur inertie et leur indiscipline et qui versent dans les actes de corruption, les dénonciations anonymes sans fondement, la délation et les calomnies de toutes sortes, sapant de ce fait le moral de la majorité plus laborieuse. En effet, le respect des principes de l'intérêt général, de la hiérarchie, de l'éthique et de la déontologie administrative constituent des points cardinaux de toute administration soucieuse de sa réussite et de la réalisation de ses objectifs. Que ceux-là sachent que leurs errements d'hier ne seront plus tolérés en 2020. Le secrétaire général veillez à ce que tolérance zéro soit désormais le mot d'ordre de la ligne conduite de notre département. C'était le ministre Issa Chiroma Bakary en charge de la formation professionnelle et de l'emploi. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Décès de Maître Sylvain Swap, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun saisit le procureur général près la cour d'appel du centre et porte plainte contre X. Il a porté plainte contre Inconnu et demandé l'autopsie sur la dépouille de Maître Sylvain Swap, décédé dans des conditions non élucidées, pour reprendre les mots du bâtonnier Charles Patier Kakounté, bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun, évoquant le fait que cette autopsie permettrait de pouvoir identifier les responsabilités, connaître les circonstances du décès de son confrère, Maître Sylvain Swap, membre du Conseil de l'Ordre. Il faut savoir que 2 autres enquêtes ont déjà été diligentées. D'abord, l'Ordre des médecins du Cameroun qui s'est autosaisi et enfin, le ministre de la Santé publique qui a prescrit une enquête administrative pour voir plus clair dans cette affaire. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel de l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h.